Elle m'a installée près des cuisines. C'est de là que j'ai regardé mon fils se marier, à travers une porte battante, derrière un plateau de verrine de crevettes. J'ai payé pour ce mariage. Chaque fleur, chaque chaise, mais quand la musique a commencé et que les discours ont débuté, je n'en faisais pas partie. Loin de là. J'ai souri, je suis restée silencieuse, et après la dernière bouchée de pièces montées, j'ai tout réduit en cendres avec un seul coup de téléphone. Il n'y avait pas de panneau, pas de carton, pas de nom sur la table, pas d'accueil chaleureux, juste une chaise pliante avec une serviette en papier jetée sur l'assise. C'était ma place, entre une pile de plateaux usagés et un chariot roulant dont une roue cassée grinçait chaque fois que quelqu'un le poussait. Je suis restée là quelques secondes, clignant des yeux avec force. L'odeur de coulis de tomates flottait dans l'air, épaisse et acide, s'accrochant à la vapeur qui s'échappait des portes de la cuisine. Je sentais la chaleur des fours contre mon dos, et quelque chose s'est tordu en moi. J'ai baissé les yeux sur ma robe, une douce mousseline mauve, cousue à la main. J'avais passé 3 heures chez le coiffeur ce matin-là. 3 heures à prétendre que cette journée serait aussi spéciale pour moi qu'elle l'était pour eux, mais personne ne m'avait prévenu. Personne n'avait dit « Nous avons prévu un autre plan de table ». Personne ne m'a même regardé quand je suis arrivée, pas même Daniel. Il était trop occupé à sourire largement, à ajuster ses boutons de manchette, à laisser la mère de sa fiancée l'embrasser sur la joue comme si c'était elle qui l'avait élevé. Comme si c'était elle qui était restée éveillée toutes les nuits quand il avait des terreurs nocturnes. Comme si c'était elle qui avait enchaîné les gardes pour qu'il puisse avoir un appareil dentaire, quand je ne pouvais pas payer à la fois le loyer et son sourire. J'ai serré mon petit sac à main, en cuir beige, celui qu'il m'avait offert il y a des années pour la fête des mères, quand il m'appelait encore maman. Mes mains tremblaient. Je le sentais dans mes poignets, une vibration subtile, comme quelque chose d'électrique qui essayait de s'échapper par le bout de mes doigts. Le responsable du traiteur, un jeune homme qui ne pouvait pas avoir plus de 20 ans, a souri maladroitement. Ils ont dit que vous deviez attendre ici, madame. La mariée ne voulait pas de conflit visuel avec le thème. Je l'ai dévisagé. Le thème ? Il a grimacé, jetant un coup d'œil aux portes battantes. Le bord argenté a de nouveau heurté le mur avec un bruit sec. Des rires se sont échappés de la salle de réception, suivis d'une explosion de musique. La cohérence esthétique, pour les photos et tout ça, a-t-il ajouté. Je me suis assise lentement. La chaise a grincé. Il y avait une tache sombre sur le sol sous mes pieds. Du jus de viande, peut-être. Mes chaussures collaient légèrement quand je les bougeais. J'ai regardé mes ongles, fraîchement manucurés d'un rose tendre, puis le suprême de volaille froid que quelqu'un avait déposé devant moi sur une assiette blanche ébréchée. Le pire, c'est que je n'ai rien dit, pas une mouette, parce que c'était sa journée. Parce que je me disais, ne gâche pas ça pour lui. Ne sois pas cette mère-là. Parce que j'avais tout payé et que je croyais encore que cela signifiait quelque chose. J'ai sorti le livret de messe qu'on m'avait donné à l'église. Une écriture élégante sur un papier cartonné couleur crème. Aucune mention de moi, nulle part. Son père l'a conduite à l'autel. Sa mère a fait le premier discours. J'étais juste le portefeuille, le fantôme dans la cuisine, la femme que personne ne voulait sur la photo. La porte a de nouveau battu. J'ai aperçu le lustre, l'orchestre qui commençait à jouer, la première danse, Daniel et Émilie tourbillonnant sous une douce lumière dorée. Il n'a pas regardé une seule fois dans ma direction. J'ai pressé ma serviette contre ma bouche, feignant d'éponger une tache inexistante. Mes yeux brûlaient. Je me suis dit que c'était les oignons de la cuisine. La vapeur, la chaleur, pas la trahison. Mais c'était ça. Mon Dieu, c'était bien ça. Et quelque part au fond de moi, quelque chose s'est fissuré silencieusement, comme une fêlure dans du verre. On ne la remarque pas jusqu'à ce que toute la vitre vole en éclats. Je fixais le mur en face de moi. Il y avait une zone de peinture écaillée derrière un extincteur. Je l'ai fixé si intensément que j'ai cru que j'allais y percer un trou. Cet endroit est devenu mon encre, mon point de mire, la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer devant un serveur portant des amuse-bouches au crabe. Parce que si je laissais tout sortir, si je commençais à pleurer, je ne savais pas si je pourrais un jour m'arrêter. J'ai pris une profonde inspiration, puis une autre. Le poulet dans mon assiette était devenu froid. Je n'y ai pas touché. Finalement,
Quelqu'un a apporté le dessert. Je ne l'ai pas goûté, je me suis contentée de fixer les couches de blanc et d'or, ses couleurs, sa petite vision parfaite. Et puis j'ai passé l'appel. C'était court, direct. Je n'avais pas besoin de me justifier. Juste 3 simples annulations, les fleurs pour le brunch du lendemain, la deuxième moitié du paiement de l'orchestre, et le bar à volonté qui devait durer jusqu'à minuit. Ma voix était stable, calme, contrôlée, et quand j'ai raccroché, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Aucun regret. J'ai senti la première lueur de quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Le pouvoir? J'ai regardé à nouveau mes mains, qui ne tremblaient plus, mon cœur qui ne battait plus la chamade, juste un bourdonnement silencieux, comme un moteur qui reprend vie. La porte a encore battu. Un autre éclair de lumière, de rire, de la vie dont j'étais exclue. Qu'il trinque sans moi. J'avais mes propres plans maintenant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une seconde. J'étais allongée dans ce lit d'hôtel rigide, toujours dans ma robe, fixant le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi, comme s'il pouvait soudainement se dévisser et s'écraser sur ma poitrine. J'espérais presque que ce soit le cas. Je pouvais encore sentir la graisse de la cuisine dans mes cheveux. Le parfum des roses coûteuses se mêlait à l'odeur aigre de ma propre sueur. L'humiliation collait à ma peau comme une seconde couche. À un moment, j'ai enlevé mes chaussures d'un coup de pied. Mes pieds étaient enflés. Ils m'avaient fait mal pendant toute la réception, mais je n'avais pas osé les enlever. Je devais avoir l'air présentable, même dans la cuisine. Il était environ 3 heures du matin quand je me suis assise. Le réveil numérique brillait en rouge. Mon téléphone a de nouveau vibré sur la table de chevet. Je ne l'ai pas regardé. Je savais déjà ce qu'il y avait. Des appels manqués de Daniel, d'Émilie, un message de ma nièce qui disait simplement « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Tout le monde panique. J'ai ouvert le tableur Excel du budget du mariage sur ma tablette. Je le tenais méticuleusement depuis plus d'1 an. Je connaissais chaque centime, chaque ajustement, chaque supplément, chaque caprice qu'Émilie demandait, toujours avec un sourire crispé. Et ce mot qu'elle utilisait comme un couteau enveloppé de satin, raffiné. Martine, nous voulons juste quelque chose d'un peu plus raffiné. C'est comme ça que j'ai fini par accepter des faire-part calligraphiés à la main par un artisan créateur de papeterie fine à Paris. C'est comme ça que le lieu est passé de la salle des fêtes paroissiales à un domaine restauré avec des lustres et des tonneaux de whisky anciens. C'est comme ça que le bar à volonté s'est enrichi d'un menu de cocktails sur mesure et que la pièce montée est passée de 2 à 5 étages. J'ai tout payé. Personne n'a proposé de partager les frais. Ni Daniel, ni ses parents. Et je n'ai jamais demandé, car je voulais qu'il ait tout ce que je ne pouvais pas me permettre quand je l'élevais. J'ai fait défiler les transactions. Mon souffle s'est coupé quand je les ai vus. 2 débits non autorisés effectués quelques jours seulement avant le mariage. Une note de bar d'une dégustation. Un supplément pour le dîner de répétition. Le même restaurant où il m'avait à nouveau placé au fond, près des cuisines. Mon estomac s'est noué. J'ai vérifié la carte. Ma carte, utilisée sans ma permission. Et puis j'ai vu la note qu'elle avait laissée sur Lydia à l'une de ses demoiselles d'honneur, sa mère paie tout, autant y aller à fond. L'ambiance mariage, quoi. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Je n'ai rien senti. Ce vide étrange et lourd qui vient après trop de douleur. Comme si mes entrailles étaient anesthésiées. Comme si mes terminaisons nerveuses s'étaient recroquevillées pour se protéger. J'ai tendu la main et allumé la lampe. La lumière m'a piqué les yeux. Je suis allée vers le miroir au-dessus de la commode. Mon reflet m'a surprise. Il y avait du mascara qui avait coulé sous mes yeux. Les lignes douces de ma bouche s'étaient durcies en quelque chose de méconnaissable. Mes cheveux étaient plats, un côté écrasé par l'oreiller. Je ressemblais à quelqu'un qui avait vieilli de 10 ans en une nuit. Mais alors, quelque chose a changé. J'ai lissé mes cheveux en arrière, je me suis lavé le visage, je me suis assise au bureau et j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai rédigé 3 messages. Un pour le fleuriste, merci d'annuler la livraison de dimanche. Le solde du paiement est retenu. Cordialement. Un pour l'orchestre. En raison de changements dans le programme de l'événement, nous n'aurons pas besoin de la seconde prestation. Veuillez considérer l'affaire comme close. Un pour le prestataire du bar. Nous réduisons les services post-réception.
Veuillez annuler la deuxième équipe. Ne pas traiter le solde restant. Tous étaient polis, professionnels, mais définitifs. Il était presque l'aube quand j'ai cliqué sur « Envoyer » et quand le ciel dehors est passé du noir au bleu meurtri, j'ai fermé ma tablette, je me suis assise sur le lit, j'ai écouté le léger bourdonnement de la climatisation et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie à nouveau moi-même. Je n'étais pas en colère, pas encore. Mais j'en avais fini d'être arrangeante. Fini d'être le portefeuille. Fini d'être une pensée après coup. Qu'il se débrouille. Qu'il s'affole. Qu'il se souvienne du moment où la musique s'est arrêtée, où le bar a cessé de servir, où les fleurs ne sont jamais arrivées, et qu'il se demande pourquoi. Et peut-être, juste peut-être, se souviendrait-il de qui avait rendu ce mariage possible en premier lieu. La femme dans la cuisine, celle qu'il ne voulait pas sur les photos. La musique pulsait à travers le mur comme un battement de cœur lointain. J'étais assise là, sur cette chaise pliante, avec une assiette de hors-d'œuvre froid et un Coca-Cola Light du réfrigérateur du traiteur, et j'essayais de ne pas écouter, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Chaque rire, chaque acclamation, chaque tintement de verre, tout me parvenait à travers la porte battante comme un cruel rappel de l'endroit où je n'étais pas. J'entendais quelqu'un porter un toast. Une voix masculine, probablement son père, ou peut être le témoin de Daniel. Je me suis penchée légèrement en arrière, juste assez pour jeter un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Ils étaient là, alignés devant cette ridicule arche florale pour laquelle j'avais payé une fortune. Chaise dorée, bougie flottante, un néon personnalisé qui disait « L'avenir est éternel » en écriture cursive. J'ai reconnu les voix même quand je ne pouvais pas voir les visages. La mère d'Émilie, Catherine, avec son ton faussement compatissant habituel. « Oh mon Dieu, Daniel, vous êtes l'homme le plus adorable qui soit. » Émilie a tellement de chance, puis des rires, des acclamations. Je me suis figée. Là, assise à la table d'honneur, se trouvait Catherine, drapée dans une mousseline bleu marine, couverte de perles comme si elle était née dans la haute bourgeoisie, ce qui n'était pas le cas. Elle ne m'avait rencontrée que 3 fois avant le mariage. Ne m'avait jamais posé de questions sur ma vie, ne m'avait jamais remercié pour les paiements, n'avait même jamais offert de contribuer d'un centime. À côté d'elle, le père d'Émilie, tenant la cour comme un roi de banlieue. Un gros rire sonore. Le même homme qui m'avait dit au dîner de répétition « Nous admirons vraiment votre mérite. » Élever Daniel toute seule, ça a dû être difficile. Le mérite. Comme si j'avais gravi une montagne. Et non pas travailler des années en blouse d'infirmière pour que mon gamin puisse avoir une vie sans vêtements de seconde main. Et il y avait Daniel. Mon Daniel, souriant comme un étranger, assis entre ses beaux-parents comme s'il leur avait toujours appartenu. J'ai cherché ma propre famille. Ma sœur Carole était assise 2 rangs plus loin, à côté de notre cousine Diane. Aucune d'elles ne regardait vers la cuisine. Personne ne le faisait. Je ne faisais pas partie du spectacle. J'étais un problème qui avait été résolu par une chaise au fond et une porte qui se refermait. Quelqu'un m'a frôlé, une serveuse, une jeune fille, probablement étudiante. Elle a jeté un coup d'œil à mon assiette et a souri, gênée et coupable. « Vous voulez un autre verre ou quelque chose ?» J'ai secoué la tête. « Je vais bien. » Mais ce n'était pas vrai. Mon Dieu, ce n'était pas vrai. Chaque parcelle de moi me faisait mal. Les pieds, les épaules, la mâchoire si serrée qu'elle pulsait derrière mes yeux. Mon cœur pesait lourdement dans ma poitrine, comme un morceau de quelque chose de pourri qui refusait de bouger. J'ai regardé mon assiette. 3 olives, une tranche de brie, un triste petit triangle de toast. Je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner, mais je ne pouvais pas me résoudre à mettre quoi que ce soit dans ma bouche. Mon estomac était un poing serré, ma gorge un tuyau étroit. J'ai pensé au plan de table. J'avais demandé gentiment à Émilie des semaines auparavant. « As-tu décidé où je serais assise ?» Elle avait souri. Un sourire crispé, éclatant. « Nous sommes encore en train de tout finaliser. Ne t'inquiète pas, Martine. Tu seras incluse. » J'aurais dû savoir. Je le savais. Quelque part au fond de moi, je savais qu'on me gérait. Déplacée comme un accessoire. Invitée pour le chéquier, tolérée pour les apparences, mais jamais vraiment désirée. Le pire, c'est que j'ai dit oui à tout.
Je les ai laissés grignoter mon rôle, une petite concession à la fois. Pas de discours de ma part, pas de danse mère-fils parce qu'ils disaient que ce serait bizarre. Pas de photo avant la cérémonie, pas de mention dans le programme, juste une place dans la cuisine. J'ai de nouveau entendu Daniel rire. Ce rire profond et grondant qu'il avait quand il était enfant et que je le poursuivais sous l'arroseur dans notre jardin. Le même rire que je n'avais pas entendu diriger vers moi depuis des années. J'ai senti quelque chose monter dans ma poitrine. Pas du chagrin, pas de la déception. De la rage. Une rage silencieuse, contrôlée, dévastatrice. Je me suis levée, j'ai marché vers la porte battante, j'ai posé ma main sur le bord et j'ai poussé juste un peu, juste assez pour regarder à nouveau. Mon regard a croisé celui d'Émilie. Elle m'a vu. Elle savait où j'étais, savait ce qu'elle avait fait, et elle a souri. Pas un sourire d'excuse, pas un sourire nerveux, mais un sourire calme, confiant, comme si c'était naturel, comme si j'étais exactement là où je devais être. Elle s'est retournée vers ses demoiselles d'honneur, a rejeté la tête en arrière et a ri. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était délibéré. Il l'avait planifié, choisi. Elle ne voulait pas de moi là. Et Daniel l'avait laissé faire. Ils l'avaient fait tous les deux. Et d'un coup, quelque chose en moi a basculé. Pas brisé. Non, pas cette fois. Repositionné. Ma place dans leur vie avait changé. Et j'en avais fini de prétendre que je ne le voyais pas. Qu'ils aient leur projecteur. Qu'ils boivent leur champagne. Ils me croyaient invisible. Ils n'avaient aucune idée de ce que je pouvais leur enlever. Les discours ont commencé alors que j'étais encore près de la porte de la cuisine. Quelqu'un avait baissé les lumières dans la salle de réception. Je pouvais voir la lueur des guirlandes lumineuses au-dessus et le scintillement doré des sous-assiettes sur chaque table. Le micro a grésillé une fois, puis la voix de son père a retenti dans la pièce comme celle d'un animateur de jeux télévisés. À notre fille Émilie et à son parfait nouveau mari, Daniel, des acclamations ont éclaté. J'ai reculé d'un pas. La cuisine derrière moi était chaotique. Des plateaux en métal qui s'entrechoquaient, des voix qui s'élevaient, un serveur qui se disputait à propos de l'assiette sans gluten de la table 12. Je me suis mise sur le côté, appuyée contre le mur. Le plâtre était froid contre mon dos. L'odeur d'ail et d'huile chaude flottait dans l'air. De l'autre côté de la porte, son père continuait. Quand Émilie était petite, elle nous disait qu'elle voulait un conte de fées, un prince, un château et une fin heureuse. Eh bien, ma chérie, aujourd'hui, tu l'as eu. D'autres applaudissements. Mon souffle s'est coupé. Il n'était jamais là quand Daniel était petit. Ne m'a jamais vu nettoyer du vomi sur le sol de la salle de bain à 2 heures du matin. Ne m'a jamais regardé recoudre des boutons sur son uniforme scolaire. N'a jamais conduit des kilomètres sur des routes verglacées juste pour l'emmener à un tournoi d'échecs. Mais aujourd'hui, il réécrivait l'histoire, et j'en avais été effacée. J'ai de nouveau regardé mes mains. Mes doigts étaient marbrés, la peau fine, légèrement tremblante. La bouche de ventilation froide au-dessus de moi me donnait la chair de poule. Puis ce fut le tour de la mère d'Émilie. Sa voix était sirupeuse, trop répétée. Nous sommes si reconnaissants d'être rejoints aujourd'hui par tant de gens qui aiment Émilie et Daniel. Et d'accueillir Daniel dans notre famille. Il est déjà comme un second fils pour nous. Une autre acclamation. Comme un second fils. Pas un mot sur moi. Pas un mot sur la femme qu'il a élevée. Pas de merci pour tout, Martine. Pas de nous apprécions votre générosité. Pas de cette journée n'aurait pas été possible sans elle. Rien. Je me suis mordu l'intérieur de la joue si fort que j'ai goûté le sang. Mes pieds me faisaient mal, mais je refusais de m'asseoir. Puis est venu le moment que je redoutais, le discours du marié. Daniel s'est approché du micro. Il était radieux, la mâchoire forte, la posture confiante, un costume sur mesure que j'avais aidé à payer. Je l'avais vu prendre son premier souffle dans une unité de néonatologie. Maintenant, il se tenait là, adulte, rayonnant, un étranger. « Je veux juste remercier tout le monde d'être ici », a-t-il dit. Sa voix était plus profonde que dans mon souvenir, polie comme s'il l'avait répétée devant un miroir. « Je me sens si chanceux. Émilie, tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Et à ta famille, merci de m'accueillir comme l'un des vôtres.
Je me sens vraiment chez moi avec vous tous. Ma gorge s'est nouée. Et à tous ceux qui ont contribué à rendre cette journée possible, merci. Ça a été le jour le plus incroyable de notre vie. Mon nom n'a jamais été prononcé, pas une seule fois. J'avais payé le lieu, le traiteur, le photographe, le DJ, le linge de table, le néon personnalisé. J'avais même payé la robe qu'Emily portait alors qu'elle se tenait là, la main sur son bras. Et pourtant, je n'existais pas. Les serveurs ont applaudi. Je n'ai pas bougé. L'orchestre a repris. La piste de danse a commencé à se remplir. Quelqu'un m'a apporté une part de gâteau sur une assiette en plastique. Je l'ai fixée. Vanille avec un fourrage à la framboise. Son préféré, je n'aime pas la framboise. Jamais aimé. J'ai regardé la fine fourchette dorée qu'il m'avait donnée. Ma main était stable maintenant. Je me suis souvenu du jour où Daniel a eu 10 ans et a demandé un gâteau au chocolat avec des vermicelles. J'avais fait 2 gardes supplémentaires juste pour acheter celui de la pâtisserie qu'il avait montré du doigt dans la vitrine. Ses yeux s'étaient illuminés quand il l'avait vu. Il m'avait serré si fort dans ses bras ce jour-là. Ce garçon avait disparu. À sa place, un homme qui ne s'était même pas souvenu de me garder une chaise. J'ai mis le gâteau de côté. J'ai attendu que la dernière bouchée de dessert soit servie, que les gens se lèvent, desserrent leur cravate, essuient le glaçage de leurs lèvres, que la musique atteigne son apogée. Puis je suis sortie de la cuisine, passant devant les serveurs, devant le bar, par la porte latérale. L'air extérieur était frais et calme, le genre de silence qui bourdonne dans les oreilles. J'ai sorti mon téléphone. 3 appels, un au fleuriste, un à l'orchestre, un au responsable du bar. Poli, direct, sans besoin d'explication. Le temps que je retourne à l'hôtel, les choses étaient déjà en marche. Brunch du lendemain annulé. C'est de fin de soirée annulé, 2e barman et menu de cocktail disparu. J'étais restée silencieuse assez longtemps. Qu'ils profitent de ce qui restait. Qu'ils sentent le vide, l'absence. Qu'ils posent des questions. Je me fichais qu'ils me traitent de dramatique, de mesquine, d'ingrate. Ils m'avaient déjà effacé de l'histoire. Tout ce que j'ai fait, c'est tourner la page. La chambre d'hôtel sentait la lotion à la rose et quelque chose de légèrement métallique. Peut être le stress, peut être ma peau. Je me suis assise en tailleur sur le lit. Le couvre-lit était encore parfaitement fait sous moi, intact depuis mon arrivée il y a 2 nuits. Je n'avais pas pleuré, pas une seule fois. Mais quelque chose en moi était devenu froid. Pas gelé. Non, les choses gelées sont fragiles. Elles se brisent. J'étais en train de durcir, tremper. Le soleil ne s'était même pas encore levé. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. 6 appels manqués, 2 messages vocaux, une douzaine de SMS. Daniel, maman, où es-tu? Pourquoi le brunch est-il annulé? Daniel, maman, sérieusement, ce n'est pas drôle. Emily, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que ça va? S'il te plaît, réponds, Emily. C'est tellement puéril. J'ai ri doucement. Juste un souffle d'air par le nez. Puéril. J'ai de nouveau ouvert l'application de ma banque. Mes doigts bougeaient avec la mémoire musculaire de quelqu'un qui a équilibré un chéquier tous les dimanches pendant 3 décennies. Les débits étaient toujours là, non autorisés, arrogants. La mariée, ma nouvelle belle-fille, s'était servie de ma carte pour une tournée des bars avant le mariage et une journée au spa avec ses demoiselles d'honneur. Je pouvais tout voir sur les reçus détaillés. Bouteilles de champagne, manucure, masque pour le visage, brunch pour oui. Personne ne m'avait demandé. Personne ne m'en avait même parlé. La confiance que je portais dans ma poitrine, comme une vieille courte pointe, chaude, familière, me semblait déchiquetée, comme si quelqu'un y avait donné des coups de ciseaux pendant mon sommeil. J'ai basculé sur mes emails. Il y en avait 2 nouveaux. Un du fleuriste, nous sommes déçus par l'annulation soudaine, mais nous comprenons. Conformément à notre accord, aucun remboursement pour un préavis de moins de 48 heures. Très bien. Le 2e email venait du manager de l'orchestre. Nous étions à mi-chemin de l'installation lorsque l'annulation est arrivée. C'est extrêmement inhabituel, mais votre message était clair. Nous ne toucherons pas à la compte.
Très bien aussi. Je ne faisais pas ça pour un remboursement. C'était pour moi. Pour la femme invisible sur la chaise de la cuisine, pour la mère effacée de l'événement marquant de son propre fils. Mon estomac a gargouillé. Je n'avais pas mangé depuis la veille. L'idée de nourriture me donnait la nausée. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai ouvert les rideaux rigides et j'ai regardé le soleil saigner dans le ciel. Orange, puis rose, puis un jaune pâle qui rendait tout irréel. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Un petit dossier rouge rangé dans le tiroir de ma commode à la maison. De vieux papiers, des choses administratives, des lettres que je n'avais jamais jetées. Je me sentais attirée par lui, comme s'il m'avait chuchoté à l'oreille tout ce temps. J'ai fait mes valises lentement, pris une douche, lavé le parfum et le ressentiment, séché mes cheveux, enfilé un jean et une chemise qui sentait encore légèrement la lessive à la lavande. J'ai rendu la clé de l'hôtel sans un mot. Le trajet de retour fut silencieux, juste le bruit des pneus sur l'asphalte et le léger grésillement de la radio jouant des chansons que je ne connaissais pas. Le genre de trajet où l'on commence à entendre ses propres pensées, fortes et sans filtre. Il ne t'a pas mentionné. Ils ont tous vu où tu étais assise. Personne n'a rien fait. Quand je suis arrivée dans mon allée, les rosiers que j'avais plantés 2 étés auparavant étaient en pleine floraison. Je ne me suis pas arrêtée pour les admirer. Je suis allée directement à la chambre, j'ai ouvert la commode, j'ai sorti le dossier rouge, je me suis assise sur le lit. Au bas de la pile, sous de vieux papiers d'assurance et quelques photos que je n'avais pas regardées depuis des années, il y avait une lettre. L'enveloppe était jaunie au coin, le cachet de la poste de l'étranger, une date écrite de la main de mon défunt mari, l'année de son départ. Je me souviens l'avoir trouvée des semaines après sa mort. Je ne l'avais pas ouverte alors. Je ne pouvais pas. C'était comme du sel sur une plaie ouverte, comme le laisser-parler d'outre-tombe alors que je n'étais pas prête à écouter. Mais maintenant, j'ai glissé mon doigt sous le rabat. Le papier était fin, son écriture penchée et familière. Ça commençait simplement. Martine, je sais que tu n'as jamais voulu réentendre parler de moi, mais je dois te dire quelque chose. Mon pouls s'est accéléré. Mes mains tremblaient légèrement. Je porte un secret et je ne peux pas l'emporter dans la tombe. Tu mérites la vérité. Daniel, il n'est pas biologiquement tien. Je l'ai découvert il y a des années. Une autre femme était enceinte quand nous nous sommes mis ensemble. J'ai cru que je pouvais prétendre qu'il était le mien, mais il ne l'est pas. Et aucun de nous deux ne te l'a jamais dit. J'ai arrêté de lire. La pièce a tourné une seconde, puis s'est stabilisée. J'ai lu le reste. Des excuses, des prétextes, des regrets, des mots qui ne signifiaient plus rien maintenant. Daniel, mon Daniel, était le fruit d'une liaison. L'enfant d'une autre femme, déposé sur mon seuil comme une épreuve dont j'ignorais l'existence. Et je l'ai réussi. Mon Dieu, je l'ai réussi. Chaque genou écorché, chaque histoire du soir, chaque garde de nuit que j'ai prise pour lui acheter des baskets et des photos de classe. Je l'ai réussi avec brio. Et pourtant, me voilà, rejetée, remplacée, effacée. Mais maintenant, j'avais une nouvelle clarté, une vérité assez tranchante pour couper des années de silence. Et j'en avais fini de saigner. Je n'ai pas pleuré. Même assise là avec cette lettre tremblante sur mes genoux, son poids plus lourd que tout ce que j'avais jamais tenu, je n'ai pas versé une seule larme. À quoi bon? Les larmes avaient construit l'enfance de Daniel. Les larmes avaient payé ses chaussures, ses médicaments pour l'asthme, sa première voiture. Elles avaient rempli mon oreiller après le départ de son père, et encore quand il a traversé cette estrade de lycée, sans se retourner une seule fois pour me faire un signe dans la foule. J'étais à court de larmes depuis des années. Ce que j'avais maintenant, c'était autre chose. Pas du chagrin, pas un cœur brisé. De la clarté. Je suis allée à la cuisine et je me suis versé une tasse de café. Noir, fort. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé l'arroseur du voisin faire tic-tac-tic sur la pelouse. C'était un dimanche matin normal, mais je n'étais plus la femme qui payait le conte de fées de quelqu'un d'autre et recevait en retour une chaise pliante derrière le buffet. Je n'étais plus la femme qui allait avaler ça. Pas ça. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé par le fleuriste. Ma voix était calme, polie. Je les ai remerciés pour leur compréhension. J'ai confirmé à nouveau que les arrangements de dimanche ne seraient pas nécessaires. Je n'ai pas expliqué. Je ne leur devais pas ça. L'orchestre a suivi.
Même ton, même silence sur la raison. Puis le service de bar. Bonjour, c'est Martine Langlais. Oui, c'est ça. J'appelle pour annuler la réception cocktail pour le brunch post-mariage. Oui? Non, pas de problème. Juste un changement d'avis. Merci. Clic. 3 appels. 3 coupes. J'aurais pu m'arrêter là, mais je ne l'ai pas fait, car je savais ce qui allait arriver. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai rallumé 5 minutes plus tard, 38 messages non lus, 3 messages vocaux. Daniel encore. Maman, où es-tu? L'orchestre n'est pas venu. Qu'est-ce qui se passe, bordel? La mère d'Émilie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est incroyablement peu professionnel. Les gens posent des questions. Puis Émilie elle-même. Martine, sérieusement, c'est parce que tu étais contrariée par le plan de table? C'est juste mesquin. Nous avions une vision. Ne gâche pas ça. Mesquin? Le mot a résonné comme une insulte, comme un fer rouge. Et pourtant, quand je fermais les yeux, tout ce que je voyais, c'était son sourire narquois à travers la salle de réception, sachant où j'étais, sachant ce qu'elle avait fait, sachant que je ne me défendrais pas. Jusqu'à maintenant, j'ai de nouveau éteint le téléphone. Qu'il panique. Que les questions s'accumulent. Qu'il réalise que le bar s'est tari parce que j'étais la source. Que la musique s'est arrêtée parce que j'ai payé la dernière note. Que les fleurs ne sont jamais arrivées parce que les racines étaient pourries. J'ai nettoyé la cuisine, essuyé les comptoirs, nourri le chat. C'était la plus grande paix que j'avais ressentie depuis des mois. Vers midi, on a sonné à la porte, je n'ai pas répondu. Qu'ils frappent. Qu'ils restent dans la chaleur de leur propre inconfort. Plus tard dans la soirée, j'ai posté une seule photo sur Facebook. Pas du mariage, pas de moi. Juste une photo du chèque que j'avais fait. Le numéro de compte flouté, la signature visible. Pas de légende, pas d'explication. Juste ça. Une vérité qu'il ne pouvait pas nier, un reçu de sacrifice. Et puis je me suis déconnectée. Pas seulement de Facebook. De la culpabilité, du silence, de la prétention que ce n'était pas une trahison. Je n'avais pas besoin de leurs explications, de leurs versions, de leurs justifications. Qu'ils restent dans les décombres. Je n'allais pas les en sauver. Le silence a été le premier signe qu'ils étaient en panique. Plus de messages, plus d'appels, juste un étrange silence qui s'étirait, comme l'œil d'un cyclone passant directement au-dessus de ma maison. Je le sentais, la tension, l'attente. Ils ne savaient pas ce que j'allais faire ensuite. Moi non plus, mais ça allait être ma décision. Lundi matin, j'ai préparé du café et je me suis de nouveau assise près de la fenêtre. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, juste moi, la journée et le bourdonnement du frigo en arrière-plan. Daniel n'avait pas appelé depuis la veille. Le dernier message vocal avait été court, sec, sur la défensive. Tu as vraiment fait une scène, maman, tout le monde en parle. Tu nous as mis dans l'embarras. Je ne sais pas ce que tu essayais de prouver, mais tu as dépassé les bornes. Je n'ai même pas tressailli en l'entendant. Parce que voici la vérité que personne n'aime dire à voix haute. Vous pouvez tout donner à quelqu'un, votre temps, votre argent, votre amour, et être quand même jetable. Vous pouvez construire tout leur monde et vous entendre dire que vous ne faites pas partie de l'esthétique. La trahison ne me surprenait plus. Ce qui me surprenait, c'était à quel point je m'en fichais maintenant que j'avais arrêté de mendier leur approbation. Ce matin-là, j'ai supprimé son contact de mon téléphone. Juste le nom. Le numéro est resté. Je n'avais pas besoin de l'oublier. Je ne voulais simplement plus que son nom illumine mon écran comme s'il y avait encore sa place. Vers midi, je suis sortie. Supermarché, bureau de poste, petite course. La vie continuait. Et au rayon boulangerie, de tous les endroits possibles, j'ai vu Diane, ma cousine, qui était venue pour le mariage. Elle a souri en m'apercevant, mais il y avait de l'hésitation derrière son sourire. Martine. Salut. J'ai hoché la tête. Elle s'est approchée, a baissé la voix. Tu vas bien? J'ai croisé son regard. Et toi, tu allais bien? En me regardant assise là, bas? Ai-je demandé. Elle a rougi. Je ne savais pas que c'était intentionnel. J'ai cru que être tu. Non, l'ai-je interrompu doucement. Tu n'as pas réfléchi.
C'est tout. Il y eut un long silence. Je suis désolée, a-t-elle finalement dit. C'était mal. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai hoché la tête une fois. Merci. Elle a semblé soulagée, comme si ce petit moment de responsabilité l'avait libérée. Ça ne m'avait pas libérée, moi, mais c'était un début. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un bouquet sur mon porche. Des œillets, du genre bon marché, déjà en train de faner. Pas de cartes. Je ne les ai pas rentrés. Au lieu de cela, je les ai emmenés directement à la poubelle. Plus tard dans la soirée, j'ai vérifié Facebook. La photo du chèque avait près de 100 commentaires. D'anciens amis, des collègues, des voisins, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Certains étaient confus, d'autres indignés, mais la plupart comprenaient. Un commentaire s'est démarqué. Ça me brise le cœur, Martine, et je ne me suis jamais autant identifiée à quelque chose. Merci de nous montrer que nous n'avons pas à rester silencieuses. C'était ça, le début de quelque chose de nouveau. Pas la vengeance, pas la rancune. Le pouvoir reconquis. Qu'ils ragent dans leur groupe de discussion. Qu'ils inventent leur propre histoire. Je ne répondais pas. Je n'expliquais pas. Je choisissais enfin le silence, non pas comme une soumission, mais comme un contrôle. Et le silence, cette fois, était le mien. Tout a commencé avec le tiroir. Un vieux truc grinçant dans la commode de la chambre d'amis, à moitié coincé, qui avait toujours besoin d'un petit coup de hanche pour s'ouvrir. Je ne cherchais même rien en particulier, je voulais juste me débarrasser des restes d'une vie que j'étais trop fatiguée pour trier. Mais quelque part entre les déclarations d'impôts jaunies et les coupons périmés, je l'ai trouvé. Ce dossier rouge, encore, le même que je pensais avoir déjà vidé. Mais glissé dans la pochette, si fine qu'elle aurait pu faire partie de la doublure, il y avait une seconde lettre. Pas d'enveloppe cette fois, juste pliée une fois, puis une autre, manuscrite. La même écriture penchée, le même nom. La signature de mon ex-mari me dévisageait comme un fantôme. Michel. Elle était datée de 3 jours avant sa mort. Martine, si tu lis ceci, je suppose que la première lettre t'est parvenue. Je ne sais pas si tu l'as ouverte. J'espère que oui. Je ne vais pas perdre de temps à m'excuser à nouveau. Je dois te dire quelque chose de plus. Quelque chose que je ne pouvais pas emporter avec moi. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Daniel n'était pas seulement le fils de quelqu'un d'autre. Il n'a jamais été censé être le tien du tout. Quand on me l'a laissé sur le pas de ma porte, sa mère ne voulait pas le garder. Elle avait 18 ans, terrifiée. Elle m'a demandé de le faire adopter. Je n'ai pas pu. Je n'en avais pas le cœur. Je t'ai menti. Je t'ai dit qu'il était à nous. Que c'était une erreur d'avant notre mariage. Tu m'as cru, tu l'as élevé, tu l'as aimé comme s'il était la chair de ta chair. Mais la vérité, c'est qu'il n'était même pas ça. Il était l'enfant d'une inconnue. Et toi? Tu as fait de lui ton monde malgré tout. Je ne sais pas ce que tu ressentiras en lisant ceci, mais j'espère, mon Dieu, j'espère que tu sais que, quelles que soient mes autres erreurs, j'ai eu raison de te choisir, toi. Tu étais la seule personne assez forte pour être sa mère. Pas à cause du sang, mais à cause de qui tu es. Je n'ai pas bougé. Les mots pesaient sur ma poitrine comme un rocher. Pas biologiquement le mien, pas même accidentellement le mien. Choisi par un homme qui nous a abandonnés tous les deux, qui m'a donné un enfant puis s'en est allé comme si c'était une faveur. Mon souffle s'est coupé pour la première fois depuis des jours, mes genoux ont fléchi. Je me suis assise sur le bord du lit, le papier toujours à la main. 1000 images ont défilé dans mon esprit. La première fois que j'ai bercé Daniel pour l'endormir, ses petits poings serrés contre mon épaule. Son premier mot, camion. La fièvre qui m'a fait si peur que j'ai conduit aux urgences pieds nus en hiver. Le projet de science pour lequel il a pleuré toute la nuit parce que le volcan n'entrait pas en éruption. Son premier vrai chagrin d'amour. Son rire quand il a appris qu'il était accepté à l'université. Chaque moment que je croyais être le nôtre. J'avais construit ma vie autour de ce garçon. J'avais façonné mon identité autour du fait d'être sa mère. Et maintenant, je devais accepter quelque chose qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à accepter. Il ne m'avait jamais vraiment vu de cette façon. Il aimait ce que je donnais. Pas qui j'étais. Pas vraiment.
S'il l'avait fait, il ne l'aurait jamais laissé me mettre dans cette cuisine. Il ne serait jamais resté silencieux. Il ne les aurait jamais laissés m'effacer. J'ai posé la lettre sur le lit, je l'ai lissée avec la paume de ma main. Ça ne ressemblait plus à de la trahison. Ça ressemblait à de la liberté. Pendant 62 ans, j'avais vécu une version de moi-même qui n'existait qu'au service des autres. Épouse, mère, soutien de famille, fantôme. Mais maintenant, avec cette vérité qui me regardait, à l'encre pâlie par le temps, je voyais quelque chose de nouveau. J'avais un pouvoir que je ne soupçonnais même pas. Parce que j'avais aimé complètement quelqu'un qui ne m'avait jamais appartenu. Et je n'ai jamais laissé ça m'arrêter. Parce que j'ai choisi de rester quand d'autres ont fui. Parce que j'ai créé une famille même quand ce n'était pas écrit dans le sang. Et je pouvais choisir à nouveau. À partir de maintenant, j'ai laissé la lettre ouverte sur la table de la cuisine. Je ne l'ai pas cachée. Je ne l'ai pas enfermée. Je l'ai juste laissée là, bien visible, comme une vérité que je n'avais plus besoin de me cacher à moi-même. J'ai parcouru la maison comme si je la voyais pour la première fois. Les murs beiges, les photos délavées de la remise de diplôme de Daniel, la bosse dans le cadre de la porte depuis qu'il avait écrasé son vélo en essayant de rouler à l'intérieur. Avant, je souriais à cette bosse, maintenant, je la fixais simplement. Cette maison était un musée de sacrifices. De toutes les manières dont je m'étais effacée pour le garder entier. Le fauteuil usé où je l'allaitais. La boîte à couture que j'utilisais pour faire ses ourlets. Le placard encore rempli de ses céréales préférées, des chocs à pic. Même si j'avais arrêté de les aimer il y a des années, ça m'a frappé d'un coup. Je ne savais pas quelles étaient mes céréales préférées. Je ne savais pas quel était le dernier livre que j'avais lu qui n'était pas un guide parental ou une lecture obligatoire de l'hôpital. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais dépensé de l'argent pour quelque chose juste pour moi. J'avais vécu si longtemps en étant sa mère que j'avais oublié comment être une femme, une personne. Je me suis versé un verre d'eau, et je me suis assise sur le canapé. Le silence dans la maison avait changé. Il ne semblait pas solitaire. Il semblait honnête. Mon téléphone a vibré sur la table d'appoint. Daniel encore. Un long message cette fois. Un ton différent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai réfléchi à tout. Émilie a dit qu'elle ne voulait pas te blesser. Je suis désolée si tu t'es sentie exclue. Si je me suis sentie. Pas parce que nous t'avons exclu, pas parce que nous t'avons laissé de côté. Si je me suis sentie. Il s'agissait toujours de sa perception, de son confort, de sa distance par rapport à la faute. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris la télécommande et j'ai allumé la télévision. Le bourdonnement d'une émission de cuisine a rempli la pièce, calme, régulier. Mes yeux ont dérivé à nouveau vers la lettre. Il n'était pas à moi. Ni biologiquement, ni légalement. Mais j'avais été à lui, jusqu'à ce qu'il rende clair que je ne faisais plus partie de la famille qu'il construisait. La douleur en moi n'était plus pour lui. C'était pour la version de moi-même que j'avais abandonnée pour élever quelqu'un qui ne s'est jamais retourné une seule fois pour demander « Ça va, maman ?» Toutes ces années, tous ces anniversaires que j'ai rendus spéciaux. Tous ces matins de Noël où je suis restée éveillée après minuit à emballer des cadeaux de magasin à bas prix dans des nœuds parfaits. Tous ces jours, va t'asseoir, je vais faire la vaisselle, que je n'ai jamais eu parce que personne ne me l'a jamais proposé. J'avais été sa musique de fond, son filet de sécurité, son silence fiable. Mais plus maintenant. Ce soir-là, j'ai décroché toutes les photos de nous encadrer du mur. Pas par colère, pas par dépit. Parce qu'il était temps d'arrêter de vivre dans un sanctuaire dédié à une version de la maternité qui exigeait ma disparition. Je les ai mises en boîte délicatement, j'ai enveloppé le verre dans de vieilles serviettes, j'ai étiqueté la boîte, souvenir, pas obligation. J'ai préparé le dîner juste pour moi. Une recette que j'avais vue une fois dans une émission de voyage. Pâtes au beurre de citron avec des tomates cerises rôties et de l'ail. Pas de nuggets de poulet, pas de gratin de coquillettes en accompagnement. Juste ce que je voulais. J'ai allumé une bougie en mangeant. J'ai mis du jazz doux. J'ai mis la table pour une personne. C'était calme, mais pas vide. C'était le son de la reconquête de quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu, moi-même. La liste des invités a commencé par le silence.
Pas de stylo à paillettes, pas de dorure, juste un bloc-notes jaune ligné et le son de mon stylo qui crissait dessus. J'ai écrit les noms un par un. Pas des gens que je devais inviter, des gens que je voulais inviter. Claire, ma vieille amie des urgences qui glissait du café dans mon casier quand je faisais des gardes doubles. Monsieur Henderson, mon voisin qui déneigeait toujours mon allée avant que je ne puisse le faire. Donna de la librairie où je vais tous les dimanches, qui me demande toujours comment s'est passée ma semaine et qui écoute vraiment. Janet, l'infirmière, qui était restée tard le jour de son propre anniversaire pour m'aider à couvrir un service. Personne ne partageait mon sang, mais chacun d'eux m'avait fait sentir que j'existais, d'une manière que mon propre fils n'avait jamais fait. Et c'était le nouveau thème, les gens qui me voyaient. Ce n'était pas un mariage, pas une fête, juste un dîner chez moi, avec ma nourriture, à ma table. Pas de chaise pliante, pas de cuisine en arrière-plan. J'ai passé les jours suivants à tout préparer. Non pas parce que je devais impressionner qui que ce soit, mais parce que j'en avais envie. Pour la première fois depuis des années, je ne préparais pas quelque chose pour l'histoire de quelqu'un d'autre. Il ne s'agissait pas de Daniel. Il ne s'agissait pas de rédemption. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de faire de la place pour la joie, pour moi. Je suis allée au marché et j'ai choisi les ingrédients moi-même. Basilic frais, ail, tomates anciennes. Pas un seul plateau d'amuse-bouche surgelé en vue. J'ai même acheté une nouvelle nappe, bleue avec des tournesols. Ça me rappelait quelque chose que j'aurais aimé quand j'avais 20 ans, avant que tous les il faut ne commencent à s'empiler comme des briques autour de ma vie. Le matin du dîner, je me suis levée tôt et j'ai mis de la musique en cuisinant. Georges Brassens, Françoise Hardy, Carla Bruni. Ma maison sentait l'ail, l'huile d'olive et le zeste de citron. Elle sentait la chaleur, l'effort, le foyer. La première invitée est arrivée juste avant 18h. Claire, avec une bouteille de vin rouge et un immense sourire. « Tu es magnifique, Martine. » Et je l'étais. Les cheveux doux, grisonnants aux tempes, mais lâches et confiants. Une blouse en lin qui laissait ma peau respirer. Pas de gaine, pas de larmes de mascara prêtes à couler. Juste moi. Ils sont arrivés au compte-gouttes après ça. 6 invités. Des rires sur le seuil. Des étreintes qui duraient plus longtemps que nécessaire. Du vin servi sans demander la permission. Nous avons mangé à la table que j'utilisais autrefois pour plier le linge et aider Daniel avec ses devoirs de maths. Maintenant, elle était pleine de plats qui passaient, de fourchettes qui cliquetaient, de serviettes tamponnant des bouches au milieu des rires. J'ai ri aussi. Vraiment ri. Quelqu'un a parlé de ses pires rendez-vous galants. Quelqu'un d'autre a avoué voler un stylo à la banque chaque semaine par dépit. Et quelque part entre le dessert et le deuxième service, ça m'a frappé. C'était ça, une famille. Pas assignée par le sang, mais choisie. Intentionnellement, authentiquement. Je ne me sentais pas oubliée. Je ne me sentais pas gérée. Je ne me sentais pas petite. Je me sentais présente. Vers la fin de la soirée, alors que nous étions assis sous les guirlandes lumineuses que j'avais tendues sur la terrasse, Claire a levé son verre. À Martine, a-t-elle dit, pour être le genre de femme qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour prendre sa place à la tête de sa propre table. Tout le monde a trinqué. J'ai ri doucement, et j'étais sincère quand j'ai levé mon verre et dit, à être enfin vu. On a frappé à la porte juste après midi. Pas fort, pas pressé, mais régulier, comme s'il savait que j'étais à la maison et qu'il n'allait pas partir avant que je n'ouvre. Je suis restée dans le couloir, pieds nus, observant sa silhouette à travers le verre dépoli. Daniel. Ça faisait 1 semaine depuis le mariage. 7 jours de silence de ma part. 7 jours de désarroi pour lui. J'ai ouvert la porte lentement. Il avait l'air le même, mais pas vraiment. Le costume avait disparu. L'éclat aussi. Il portait un t-shirt froissé, des cernes sous les yeux. Sa bouche s'est crispée quand il m'a vu, comme s'il avait répété 10 façons différentes de commencer cette conversation et les avait toutes oubliées. « Salut, maman. » Je n'ai pas répondu. Je me suis écartée, je l'ai laissé entrer. Il a hésité, puis est passé devant moi. La maison était propre, silencieuse. La lumière du soleil traversait le salon. Sur la cheminée, les photos avaient disparu. Toutes, jusqu'à la dernière.
Il l'a remarqué. Son regard a balayé les espaces vides. Où sont les photos? J'ai ignoré la question. Assieds-toi, ai-je dit. D'une voix calme, neutre. Il a obéi, s'enfonçant dans le fauteuil en face de moi. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Je ne suis pas venu pour me disputer. J'ai hoché la tête. Bien. C'est juste que... Il a secoué la tête. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Une minute tout allait bien et la suivante tu annules des trucs, tu postes des chèques sur Facebook. Ça m'a piqué. Il n'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a pas dit « Je suis désolé ». Il voulait une explication. Je me suis levée, je suis allée au placard du couloir et j'ai sorti une boîte. Je l'ai posée doucement sur la table basse entre nous. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « Les factures » ai-je dit. Toutes celles des 12 derniers mois. Acompte pour le lieu, essayage de la robe, arrêt pour le traiteur. J'ai même payé la piste de danse supplémentaire que tu voulais. Tu te souviens? Ses yeux ont parcouru les papiers, mais il n'y a pas touché. Puis j'ai sorti l'objet suivant. La lettre? L'écriture de son père. Inimitable. Je n'ai pas parlé pendant qu'il lisait. J'ai observé son visage. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis l'ombre lente de l'incrédulité. Il a levé les yeux, sa voix s'est brisée. Tu savais? Je le sais maintenant, ai-je dit. Il a dégluti difficilement. Alors, tu es en colère parce que... Parce que je ne suis pas. Je ne suis pas en colère parce que tu n'es pas mon fils biologique, ai-je dit en le coupant. Je suis en colère parce que je t'ai élevé, Daniel. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Et quand le moment est venu pour toi de m'honorer, de te lever et de dire « Cette femme a fait de moi ce que je suis », tu t'es assis. Oh! Il a baissé les yeux, silencieux. Tu les as laissés me pousser dans la cuisine, ai-je continué. Ma voix ne tremblait pas. Tu les as regardés m'humilier et tu n'as rien dit. C'est ça qui m'a brisé. Pas ton ADN, pas l'argent. Il a finalement parlé, à peine plus fort qu'un murmure. Je ne pensais pas que ça aurait de l'importance. Émilie a dit. Elle a dit que ce serait mieux pour les photos, pour le look, je ne pensais pas que tu serais blessé. J'ai ri, froidement, brièvement. Tu n'as pas pensé. Exactement. Je me suis levée, je suis allée vers la cheminée, j'ai tenu l'un des cadres vides. Ceci contenait une photo de ta remise de diplôme de maternelle. Tu avais une dent en moins et du feutre sur ta chemise. Tu as couru hors de la scène directement dans mes bras. Je l'ai posé face contre terre. J'en ai fini de m'accrocher à des versions de toi qui n'existent plus. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Maman. Non, ai-je dit fermement. Je ne suis plus ton décor. Je ne suis pas ta banque. Je ne suis pas ta pensée après coup. Il a regardé le sol, la mâchoire serrée. Il a hoché la tête lentement. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Trop peu. Trop tard. J'ai pris la boîte, j'ai refermé le couvercle, je la lui ai tendue. Ceux-ci sont à toi maintenant. Prends-les. Chaque reçu, chaque trace, chaque rappel de ce que tu as choisi d'ignorer. Il a hésité, puis a pris la boîte, et je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Il s'est arrêté sur le seuil, s'est retourné vers moi comme s'il cherchait une fissure, une faiblesse, un signe que la porte pourrait se rouvrir plus tard. Mais elle ne le ferait pas. Tu as toujours dit que j'étais tout ton monde, a-t-il dit doucement. Tu l'étais, ai-je répondu. Et maintenant, je suis enfin le mien. Puis j'ai fermé la porte. La maison était chaude de rire. De vrai rire. Le genre qui remplit la poitrine et fait plisser les yeux sans même qu'on s'en aperçoive. Le genre qui résonne à travers les murs et vous rappelle que vous êtes sans vie. L'odeur d'ail et de romarin dansait dans l'air. La table était mise avec soin. Nappe bleue et jaune tournesol. Assiette dépareillée. Serviettes en tissu pliées en petits éventails. J'avais placé une bougie au centre, pas pour impressionner qui que ce soit, juste parce que j'aimais la façon dont la flamme faisait briller l'argenterie. Mes invités étaient réunis dans le salon, sirotant du vin, partageant des histoires.
Monsieur Henderson était dans son coin, racontant comment il s'était un jour enfermé hors de chez lui en sous-vêtements. Tout le monde hurlait de rire. Claire avait les larmes aux yeux à force de rire. Et moi? J'étais dans la cuisine, pieds nus, un verre de vin à la main, souriante. N'attendant pas d'être appelée, pas cachée derrière une porte, pas oubliée. J'étais l'hôtesse. J'étais présente. J'étais vue. J'ai dressé le dernier plat, des légumes rôtis au thym et à la fleur de sel, et je l'ai apporté. Alors que je le posais sur la table, quelqu'un a applaudi. La chef Martine frappe encore, a dit Claire avec un grand sourire. Nous nous sommes assis, avons fait passer les plats, avons versé plus de vin. Quelque part entre le deuxième service et la dernière bouchée de pain, Claire a de nouveau levé son verre. Je pense que nous devrions porter un toast, a-t-elle dit. Tout le monde a acquiescé. À quoi? A demandé Dena. Claire s'est tournée vers moi. À se choisir soi-même, a-t-elle dit, et à savoir quand arrêter de donner à des gens qui ne savent que prendre. Tout le monde a levé son verre. Et j'ai enfin levé complètement le mien aussi. Je me suis levée. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne vacillait pas. J'ai regardé chaque visage autour de cette table. Des gens qui n'étaient pas liés à moi par l'obligation ou le sang, mais par le choix, par l'amour, par le respect. Et j'ai dit, aux mères qui sont restées silencieuses trop longtemps, aux femmes qui ont tout donné et à qui l'on a dit que ce n'était toujours pas assez, à celles à qui l'on a demandé de s'asseoir dans la cuisine après avoir construit la fiche maison. Ceci est pour nous. Puissions-nous ne plus jamais nous asseoir, sauf si c'est à la tête de notre propre table. Les verres ont tinté, quelqu'un a acclamé, et je me suis assise. Pas au fond, pas hors de vue, pas en exil. Mais à ma chaise, à ma place. Daniel n'a jamais rappelé. Je n'en avais pas besoin. Les gens qui comptaient étaient déjà là. Le lendemain matin, je me suis réveillée au chant des oiseaux et à la lumière qui filtrait par ma fenêtre. Pas de regret, pas de serrement dans la poitrine. Juste la paix. J'ai fait du café, je me suis assise sur la terrasse, mon peignoir flottant doucement dans la brise. J'ai regardé mon jardin, les roses qui s'épanouissaient, sauvages et éclatantes. Je n'étais plus le décor de quelqu'un. J'étais le personnage principal de ma propre vie. Et enfin, c'était assez.